Bonjour à toutes et à tous. Donc, je disais bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir deux établissements qui vont faire un partage d'expérience autour du sujet comment utiliser les cours en ligne sur Fun pour délivrer un diplôme numérique, mais aussi recruter dans les filières de l'enseignement supérieur. Donc, dans un premier temps, l'Institut Pasteur va nous faire une présentation suivie de Cergy Paris, CY Cergy Paris Université, qui interviendra dans un deuxième temps. Alors, on va procéder de la manière suivante. La première partie va durer 3/4 d'heure, entre 20 minutes et une demi-heure au niveau de la présentation. Après, on prendra les questions des gens en présentiel, mais aussi à distance. On aura une coupure, ça dépendra le temps qu'on va prendre entre les présentations et les questions, mais au global, ce qui est prévu, c'est une demi-heure. Et après cette pause, eh bien, nous laisserons la parole au deuxième présentateur. Donc, nos invités vont se présenter. Bonjour à tous, je suis Clémentine Schilt et je suis la responsable maintenant de l'enseignement numérique depuis près d'1 an à l'Institut Pasteur. Donc, je remplace Dominique qui a initié ce rôle à Pasteur. Voilà, donc je suis Dominique Franco. Moi, je suis arrivé à Pasteur en 2014 pour créer l'enseignement numérique. Et donc, tout de suite, on a créé des liens très forts avec Facebook. Et donc, j'ai cédé la place il y a 1 an à Clémentine et on va vous faire un petit duo qui correspond bien à l'ancien et la nouvelle. Et donc, je vous ferai le passé, ça fera le futur. Donc, c'est un titre compliqué. Je suis pas sûr qu'on y répondra complètement. Oui. On a passé pas mal de temps pour essayer de le comprendre. Mais voilà, ce dont on va vous parler, nous, c'est du diplôme qu'on a créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi presque, qui s'appelle le diplôme numérique des maladies infectieuses de l'Institut Pasteur, DNM2IP. Et donc, on va faire évoluer cette discussion d'abord en pourquoi on est arrivé à cette idée de diplôme et ensuite quel est le bilan actuel 2 ans et demi après, même pas 2 ans et demi après sa création. Et donc, pour comprendre pourquoi on est arrivé là, il faut reprendre un petit peu donc dans ce plan. Vous voyez quel enseignement à l'Institut Pasteur, pourquoi on est arrivé à l'enseignement numérique et pourquoi on est arrivé à ce diplôme numérique de maladie infectieuse de l'Institut Pasteur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, nous ne sommes pas une université, quelquefois on le reproche très fort, je regarde la personne de Cergy-Pontoise, nous ne sommes pas une université, mais l'enseignement fait partie de l'Institut Pasteur depuis sa fondation. C'est une des 4 grandes missions de l'Institut Pasteur, et d'ailleurs l'Institut Pasteur a été le premier à créer le grand cours de microbiologie, qui a été un des premiers enseignants magistraux dans le domaine de la santé. Actuellement, donc, l'Institut Pasteur a 40 cours présentiels, ça peut paraître peu pour une université, 40 cours présentiels, avec des thématiques qui sont principalement dévolues à la spécialité de l'Institut Pasteur, c'est-à-dire la microbiologie, les maladies infectieuses, la santé publique, mais pas exclusivement, puisqu'il y a aussi des thématiques pasteuriennes qui échappent un petit peu à la microbiologie, qui sont à la fois de la formation initiale, c'est à peu près 50-50, ou de la formation continue, mais on a pas mal de cours qui sont dans des programmes de master ou d'école doctorale de différentes universités parisiennes, et principalement l'université Paris-Cité et Sorbonne Université, pas uniquement. Alors, un des points importants sur ces cours, c'est qu'il y a un public qui est extrêmement international, beaucoup plus que français. Et vous voyez sur la diapositive, là, la carte, donc tout ce qui est en bleu foncé représente des pays d'où viennent les étudiants qui assistent à ces cours présentiels de l'Institut Pasteur. Et vous voyez que ça représente 87 pays, on couvre les 5 continents, et ces cours sont d'ailleurs faits pour la moitié d'entre eux en anglais et pour la moitié d'entre eux en français. Donc c'est un aspect particulier. Pas beaucoup de cours, des cours qui sont très spécialisés et surtout un public extrêmement international. Et c'est la raison pour laquelle, quand est apparu l'enseignement numérique et plus particulièrement les MOOC, je crois que le début des MOOC c'était en 2012 au Canada, dans cette petite université perdue au nord qui ne réussissait pas à faire venir ses étudiants,
le directeur d'alors de l'Institut Pasteur, qui était Christian Bréchot, a pris la décision de créer un enseignement numérique. Donc, c'était une décision politique forte et je suis venu, moi j'étais autrement chirurgien universitaire et de la transplantation du foie et pas mal d'enseignements aussi. Et donc, Christian m'a demandé de venir m'occuper de ce problème qui était pratiquement inexistant à l'Institut Pasteur, avec comme objectif de rendre l'enseignement de l'Institut Pasteur accessible à un plus grand nombre, c'est en général le principe des MOOC, disponible dans de nombreux pays. C'est plus facile d'aller envoyer des ondes à Ouagadougou que de faire venir les gens de Ouagadougou en France, et puis de rendre en général l'Institut Pasteur plus visible à travers le monde. Et donc, on a créé une équipe MOOC qui était au début extrêmement minimaliste, que j'étais l'équipe MOOC. J'ai eu une formation accélérée au CNAM, puisqu'il se trouvait qu'Arnaud Fontanet, avec son master CNAM, assistance publique, CNAM-IP, avait déjà commencé à faire un MOOC sur l'épidémiologie. Et puis, on a défini une stratégie simple. Hein. La stratégie, c'était, on fait des MOOC de niveau scientifique, c'est pas de la vulgarisation. Et donc, on demande aux gens qui suivent ces MOOC d'avoir au moins un niveau licence en sciences. Et puis, on essaye d'avoir un accès très international, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on fait des MOOC en anglais avec un sous-titrage en français et éventuellement, au cas par cas, un sous-titrage en espagnol. Et puis, on a vécu avec Fun l'aventure chinoise et donc on a même fait 2 MOOC sous-titrés en chinois. Pour l'instant, l'aventure chinoise a été un peu arrêtée par notre ami Xi Jinping qui est plus très communicant. Alors, depuis, l'équipe MOOC s'est considérablement renforcée, puisque maintenant, il y a une directrice de programme, qui est Clémentine, il y a un ingénieur pédagogique, j'allais dire Rémi, mais toi, tu représentes l'ingénieur, et puis il y a un demi-ingénieur qui va devenir à temps plein aussi, donc il y aura bientôt 2 ingénieurs pédagogiques, un alternant, un conseiller SMOOC, c'est moi, un quart de secrétaire, une plateforme informatique, et puis on utilise le plus souvent une équipe externe d'enregistrement qui est la compagnie Vectorem, qui nous a installé un studio. Vous avez des images de ce studio là avec le fond vert, et c'est un studio qui est petit, plus petit que je voulais, mais quand même qui est assez confortable et qui permet de bien travailler. Depuis, on a eu une production assez régulière de MOOC. Alors, je ne vais pas vous les énumérer tous, mais vous voyez, j'ai mis en gras ce qui était le plus important. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien depuis la Covid que la vaccinologie, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Il y a les 2 grands tueurs infectieux qui sont la tuberculose et l'hépatite virale. Il y a eu un MOOC qui est arrivé juste à temps, un peu avant la Covid, sur les virus émergents. C'était pas mal vu. On a fait en même temps, d'ailleurs, un MOOC sur la modélisation des maladies infectieuses. C'était pas mal vu aussi. Il se trouve que les 2 personnes de Pasteur qui ont fait ces MOOC se sont retrouvées au conseil scientifique de la présidence. Voilà, puis il y a aussi des MOOC comme la résistance aux antibiotiques, qui est un problème qui est particulièrement important, sur le HIV qui n'est pas encore disparu de la surface de la Terre, et puis des MOOC comme Medical Entomology qui sont très très particuliers à l'esprit pasteurien. On a eu une diffusion, alors on est parti vraiment de scratch, hein, et on s'est aperçu qu'on avait une diffusion qui était assez intéressante et qui a surpris même Fun, puisque dès le début, on a eu beaucoup d'inscrits pour des MOOC très scientifiques, hein, qui étaient aux alentours en moyenne de 3000, et puis avec surtout un nombre moyen de pays de 125. Le but qu'on s'était fixé, c'est-à-dire avoir accès à un grand nombre partout, était atteint. Et là, la carte qui est là montre la diffusion du MOOC Medical Entomology. Et vous voyez que ce MOOC, il a été diffusé dans 166 pays. Alors, quand on sait qu'il y en a à peu près 193 reconnus par l'ONU, on n'est pas loin de couvrir la surface totale de la Terre. Vous voyez, par exemple, en Afrique, on a couvert presque tous les pays. Et si on compte tous les MOOC, on a couvert tous les pays africains. Récemment, je suis content parce qu'on a eu enfin un étudiant de l'Érythrée. On n'avait encore jamais eu. Et puis, en Amérique du Sud, on a aussi eu tous les pays. Et récemment aussi, on a eu un étudiant du Belize. Je suis sûr que vous ne savez pas très bien où c'est le Belize. Moi, j'ai du bateau là-bas. Donc, j'étais très content qu'on ait aussi un étudiant du Belize. Donc, on a couvert vraiment toute l'Afrique, toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, une bonne partie de l'Asie, sauf tous les pays en ce temps où on sait que le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kyrgyzstan et tout, c'est difficile de les atteindre aussi bien que l'Afghanistan. Voilà. Mais donc, une diffusion vraiment très large. Alors, à partir de ces résultats, est né le concept qu'il fallait peut-être valoriser un peu plus ce qu'on faisait au point de vue enseignement numérique, parce que c'était bien joli, ces gens-là regardaient un MOOC, ils avaient un certificat, comme quoi ils avaient assisté au MOOC et tout, mais ça ne leur apportait pas énormément de choses, et donc on s'est dit que c'était peut-être bien de créer effectivement un diplôme pour valoriser et donner
de la valeur au suivi des MOOC de l'Institut Pasteur. Donc, là, on a un peu tout inventé. Pour ce diplôme, je vais vous décrire le début. En tous les cas, on l'a lancé, puis on a fait un comité pédagogique qui validait les inscriptions, principalement sur les connaissances scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que des gens qui ne sont pas coinzins se mettent à suivre le MOOC et faire des examens payants. Donc, le diplôme, c'était obtenir de passer un examen pour 5 MOOC sur une liste de 15 qui étaient proposés. Donc, les MOOC étaient sélectionnés par les candidats au moment de l'inscription, sur la liste des 15, avec un droit de remords. On comprenait très bien qu'à un moment donné, ils ont envie de changer. Et donc, ils ont le droit, pendant leur cursus de 2 ans, de faire 2 changements. Puis, de temps en temps, on n'est pas chien, on accorde un 3e changement. Pour chaque MOOC sélectionné, donc, il y a passage d'un examen en ligne surveillé avec la technique de Fun et la surveillance par Proctor-M. Proctor Exam. Et donc, l'examen, c'est 30 QCM en 1 heure, donc online, surveillé. C'est pas toujours facile, 30 QCM en 1 heure, comme ça. Et c'est un examen qui est payant. Alors, ils ne payent pas au début, mais ils payent juste avant de passer l'examen. Pour leur donner aussi la possibilité, s'ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui habite, par exemple, à Lubumbashi, et qui a envie de passer un examen, s'il se rend compte la veille que vraiment il n'est pas prêt, il ne va pas avoir à payer 150 €, ce qu'à Lubumbashi correspond à une somme quand même relativement importante au téléphone. Et puis, on accordait l'examen aux étudiants qui avaient 18 bonnes réponses sur 30. Et puis, il y avait des petites possibilités de rattraper les étudiants quand ils avaient que 16 ou 17. Et ça dépendait de pas mal de choses, c'est-à-dire en particulier s'ils avaient déjà passé plusieurs examens de MOOC qu'ils avaient réussi, on considérait quand même qu'on pouvait éventuellement les rattraper. Voilà. Il fallait que ces 5 MOOC, l'examen des 5 MOOC soit fait sur une période de 2 ans. Parce que sinon, on aurait vu des gens s'étaler sur 7 ans avec leurs 5 MOOC, donc c'était pas raisonnable. Et donc, on l'a fixé sur une période de 2 ans. On a eu des petits arrangements avec la Covid. Il se trouve qu'on a lancé le truc fin 2019. Et effectivement, il y a parmi les inscrits des étudiants qui étaient des étudiants en médecine, ou en tous les cas des jeunes médecins, des internes et tout, qui ont été extrêmement pris par le début de la Covid. Et donc, ça nous ont dit, est-ce qu'on pourrait pas étaler un petit peu? Bien sûr, on a été tolérant avec eux. On est tolérant de temps en temps avec d'autres difficultés. Voilà. Donc, le succès à un MOOC donne un certificat. Quand on a 5 certificats, on a le diplôme de l'Institut Pasteur. Alors, ça n'a pas été sans poser quelques difficultés, tout ça, c'est facile à concevoir, mais d'abord, il y a eu une difficulté organisationnelle qu'on n'avait pas prévue, c'est qu'il y a eu énormément d'inscrits. C'est-à-dire qu'on a commencé, je crois, le 19 décembre 2019. Au bout de 2 ans et demi, on a eu 966 inscrits. C'est-à-dire des gens qui ont envoyé leur dossier qui a été validé par le conseil pédagogique. Et donc, ça nous a conduit, et Clémentine va vous en parler, à informatiser le système, parce que là, on n'arrivait pas à suivre. Quand on en a eu 10, on a été très contents. Quand on a commencé à en avoir 100, on s'est dit, ça va être vraiment difficile à gérer. Donc, on a informatisé tout ça. Le deuxième point qui n'est pas facile, c'est que un MOOC, ça devient caduc au bout d'un certain temps. Les connaissances scientifiques évoluent, donc il faut le renouveler. Et donc, on a décidé de mettre à jour ces MOOC tous les 2 ans. Je vais vous prendre un exemple. On vient de mettre à jour le MOOC résistance aux antibiotiques. Sur les 33 sessions, on en a renouvelé 20. Donc, c'est presque un nouveau MOOC, pratiquement. On a fait aussi des choses un peu identiques pour HIV, pour tuberculose, il y a aussi beaucoup de changements. Et donc, renouveler un MOOC, le mettre à un niveau, c'est pas beaucoup de, c'est du travail. Donc, vous voyez sur la diapositive suivante, ça vous montre la diffusion des MOOC sur les périodes 2021-2024, et vous voyez que chaque année, il y en a un sacré nombre qui tombe, et donc ça fait beaucoup de travail pour l'équipe MOOC chaque année, ne serait-ce que pour renouveler, en dehors de faire des nouveaux MOOC si on en a envie. Voilà. Et donc ça, c'était réellement une difficulté qui pour l'instant pèse encore, bien que l'équipe MOOC soit maintenant plus large, qui pèse encore sur leurs épaules. Et donc aussi, une difficulté, c'est bien joli d'avoir 15 MOOC, mais depuis, on a fait évoluer le programme, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, il y en a qui deviennent moins importantes, il y a des maladies qui diminuent. On a bien vu que la Covid avait changé beaucoup de choses.
Et donc, on fait évoluer le programme du diplôme en fonction de l'évolution de la science et de la santé publique. Et donc, il y a des MOOC qui vont disparaître et puis d'autres qui vont apparaître. Là aussi, il faut bien le calculer, parce que les gens qui sont inscrits en 2021 pour passer un MOOC en 2023, il ne faut pas le supprimer en 2023. Donc, il faut anticiper largement sur le renouvellement des MOOC du diplôme. C'est pas toujours facile à faire non plus. Et puis, on a été un peu surpris par ces presque 1000 candidats, et donc on essaye de suivre l'écosystème de ces candidats, et Clémentine vous en parlera, pour essayer de mieux définir la cible, parce que vous verrez qu'il y a du déchet, en définitive. Quand les gens voient la proposition, ça les attire beaucoup, puis après ils se rendent compte que c'est un peu difficile, tout ça. Donc, il y en a pas mal qui lâchent prise en gros de route. Il y a aussi des difficultés pour les candidats. Donc, là, je venais de vous en parler, mais vraiment, on voudrait mieux cerner les candidatures et adapter éventuellement le diplôme aux candidatures, aux gens qui se présentent pour passer ce MOOC. Et puis, il y a des difficultés très, très pratico-pratiques de passage des examens, qui sont que dans certains pays à faible niveau de vie, aller passer un examen en intention d'avoir un Wi-Fi nickel pendant 1 heure et de pouvoir payer avec sa carte bancaire quelques heures avant, c'est pas toujours facile. Moi, j'adore raconter l'histoire, je la raconte tout le temps, ils la connaissent par cœur, mais des étudiants tchadiens qui prenaient sa moto pour faire 240 km pour venir au Cameroun pour être sûr d'avoir le Wi-Fi pour l'examen. Il l'a eu, je crois qu'il a eu le diplôme depuis. On est ravis, mais voilà, c'est des petits problèmes qui se posent, c'est pas forcément facile à régler. Puis, il y a un petit problème annexe qui est apparu récemment, c'est qu'avant, les gens, ils avaient, comme dans beaucoup de plateformes, une attestation de suivi. Et puis là, du fait qu'on a créé un examen payant, on a supprimé l'attestation de suivi, et il y a pas mal de gens qui sont frustrés par ça. Ils disent, quand on va chez Coursera, on a une attestation de suivi. Et puis quand on va suivre les MOOC de l'Institut Pasteur chez Fun, on n'en a pas. Donc ça pose un petit problème qu'il va falloir qu'on règle. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc je passe la parole à Clémentine. Vous avez eu le passé, vous allez avoir l'avenir. Je vais quand même parler encore un petit peu du passé parce que la plateforme d'inscription et de suivi des candidats elle a été créée avant que j'arrive en 2020. Et donc, ça nous permet de gérer le processus d'inscription en ligne, de suivre les résultats des examens. Alors, comment ça se passe? En fait, à chaque fois que le candidat, c'est lui qui va en fait saisir ces résultats de la plateforme Fun et nous, on les vérifie à partir d'un fichier qui nous est envoyé par Fun. Et ensuite, ça nous permet aussi de communiquer avec les résultats, les candidats, pardon. En fait, les candidats s'inscrivent à 5 MOOC, et donc quand on lance le MOOC qui les intéresse, on les prévient qu'on va lancer le MOOC, on les prévient aussi quand on lance les examens du MOOC, et voilà. Et après, ça nous permet aussi d'envoyer des bons mails personnalisés aux bonnes personnes. Donc voilà, c'est assez pratique. On a développé ça avec une société qui s'appelle Solution, avec qui on travaillait déjà. Alors, les 927 inscrits, vous voyez qu'ils viennent aussi de pas mal de pays, puisqu'il y a 114 nationalités représentées. En premier, c'est la France. Donc, je triche un peu, c'est pour ça que la France n'est pas très belle, parce que je l'ai exclue pour qu'on voit les autres pays. Donc, la France, il y a 267 inscrits. Et ensuite, l'Inde, la République démocratique du Congo, le Brésil et le Mexique. Donc, ça, c'est les principaux pays, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de pays autres. Et donc, on a un gros tiers d'Européens, un autre gros tiers d'Africains, et il me reste plus qu'un quart, donc d'Américains et d'Asiatiques, et puis un tout petit peu de personnes d'Océanie. Alors maintenant, si on regarde où en sont ces différents inscrits, bon, là, c'est un peu moins bien, puisque en fait, il y en a déjà 15% qui n'ont pas finalisé leur inscription, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi les MOOC qu'ils allaient faire. Il y en a qui sont refusés, mais c'est assez rare, en fait. Vraiment, qu'ils n'aient pas que le conseil scientifique trouve qu'ils n'ont pas le niveau et qu'ils ne vont pas y arriver de toute manière. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont juste inscrits, mais qui n'ont jamais passé un examen. Alors, très certainement, c'est quand même parce que c'est payant, puisque l'inscription, elle est gratuite. Mais par contre, après, ça coûte 150 € pour passer un examen. Donc, il y a quand même assez... Voilà, il y a le temps de latence, hein, certainement. Donc, il y a parmi ces gens qui ont 0 MOOC validé, il y en a qui vont en passer, mais il y en a d'autres qui sont là depuis longtemps et qui peut-être se servent tout simplement de cette plateforme pour recevoir des mails pour leur indiquer quand est-ce que nos MOOC vont être publiés. C'est possible.
Ah ouais? Enfin, voilà, je sais pas, c'est pas impossible. Peut-être qu'ils s'en servent juste comme ça, où ils se disent, moi je suis intéressé, et puis en fait, soit financièrement, soit au niveau du temps, ils trouvent pas l'argent ou le temps nécessaire. Et finalement, il y a 147 inscrits qui ont validé au moins un MOOC. On a un petit problème de suivi, c'est-à-dire qu'on ne suit pas forcément bien les gens qui ont raté un MOOC. Donc ça, c'est qu'on validé au moins un MOOC. Donc c'est quand j'ai mis au moins un, c'est 1, 2, 3, 4 ou 5. Et puis il y en a qui ont abandonné, c'est-à-dire qu'on les contacte au bout d'un moment quand il s'est vraiment rien passé depuis 3 ans, pour leur dire bon écoutez, on considère que vous n'avez pas l'intention de passer ce diplôme, donc voilà, on les fait sortir. Et donc là, c'est la répartition parmi ceux qui ont au moins validé un MOOC. Vous voyez qu'il y en a 25% qui en ont validé 18% qui en ont validé 2, 11% 3, 17% 4, et on a maintenant 29% de diplômés, donc qui représentent 43 personnes qui ont validé, réussi ces 5 MOOC. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu juste des graphiques pour comparer nos inscrits par rapport à ceux qui ont validé un MOOC et ceux qui en sont nos diplômés, en fait, ceux qui ont validé 5 MOOC. Donc, vous verrez en gris les inscrits, en jaune ceux qui ont au moins un MOOC et en vert ceux qui sont diplômés. Donc, on voit, c'est assez classique, hein, on a 2 fois plus de salariés que des gens qui sont étudiants. Et par contre, finalement, nos étudiants sont c'est à peu près, je pense, la même proportion, qui a environ validé au moins un MOOC. Et pareil pour les diplômés. Donc, pas énormément de monde en recherche d'emploi ou retraités, même si, par contre, les retraités peuvent nous écrire beaucoup. Mais voilà. Et ensuite, nous avons parmi le niveau d'études de nos étudiants. Donc là, j'ai regroupé les personnes entre le bac et la licence 3. Donc, on a quand même 73 inscrits de ce niveau. Et il y en a quand même qui réussissent à passer au moins un MOOC. Mais on voit que notre majorité des inscrits, aussi de ceux qui passent au moins un MOOC, c'est des gens qui ont un master, un PhD ou un degré de médecin, qui sont médecins, ou voire qui sont médecins et doctorants et PhD. Donc, c'est vrai que c'est notre cible principale. Ensuite, quand on regarde sur le sexe et l'âge de nos inscrits, en fait, on a entre 20 et 29 ans autant d'hommes que de femmes, entre 30 et 39 ans plus d'hommes, et ça c'est marrant parce que c'est beaucoup en Afrique en fait où les femmes, je sais pas, elles arrêtent de se dire qu'elles vont pouvoir se former entre 30 et 39 ans. Il y a beaucoup moins d'inscrits africaines. Et puis, toujours plus d'hommes aussi entre 40 et 49 ans, et par la suite aussi. Et par contre, vous voyez que les femmes sont à peu près, finalement, et elles s'inscrivent peut-être moins, mais elles passent autant les diplômes. Donc, soit elles trouvent plus le temps, ou finalement, ou mieux l'argent, j'en sais rien. Quant à l'origine géographique de nos inscrits et de ceux qui ont au moins passé un MOOC, vous voyez, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, qu'on avait autant quasiment d'Européens que d'Africains, mais par contre, quand il s'agit de passer un MOOC, donc aussi de payer, on a quand même nettement moins d'Africains. C'est pas très étonnant de ce côté-là. Quand on regarde au niveau des pays, là on voit en fait, c'est surtout les Français qui ont validé au moins un MOOC, des Italiens, des gens du Burkina Faso qui n'étaient pas les plus représentés, c'est que 5 personnes parmi nos inscrits, et puis des gens d'Argentine. Et ensuite, ça c'est nos diplômés, donc parmi nos 43 diplômés, là on a encore beaucoup plus de Français, et après dans les autres pays, environ juste une personne de chacun des pays qui est diplômé. Alors si on prend par exemple 2 exemples de nos diplômés, on a par exemple Estelle qui est étudiante, qui a 24 ans en France, et qui donc, Dominique vous l'a dit, ils peuvent choisir 5 MOOC au choix parmi une sélection de 15 en maladies infectieuses. Donc elle a choisi Innate Immunity, vaccinologie, les virus émergents, HIV et l'hépatite virale.
Et on a aussi bien Brice, qui est médecin et toujours étudiant en République démocratique du Congo et République centrafricaine, pardon, et qui a choisi tuberculose, vaccinologie, ECMID, viral hepatitis et malaria. On s'est rapidement interrogé comment nos étudiants valorisaient aussi leur diplôme sur LinkedIn, ou le fait qu'ils passent ce diplôme sur LinkedIn, un peu aussi avec cette idée de développer les badges et de voir comment nous, est-ce que les gens l'utilisaient. Alors c'est très variable en fait. Donc on a un de nos étudiants qui lui l'a posté dans ses publications, d'autres étudiants qui l'ont mis dans la rubrique éducation avec, je sais pas, l'Institut Pasteur d'Iran, je crois, comme logo. Donc bon, voilà, mais qui ont dit qu'ils étaient en train de le faire. Et donc, je ne sais pas très bien ce qui régule le fait qu'on le mette dans une rubrique éducation ou licence et certification. Mais en tout cas, j'ai cliqué sur tous les liens. Il n'y a rien qui montre un vrai diplôme. Hein. C'est à chaque fois show credential. En fait, ça te donne le site web de FunMove, je crois. Ici, il y a elle qui a mis vraiment, je crois, ces 2 diplômes, ces 2 PDF. Donc voilà. Sinon, on ne se rend pas forcément compte que c'est un vrai diplôme ou pas. Voilà. D'un point de vue financier, en 2021, on a eu 326 certifications, alors qui ne sont pas forcément dans le diplôme, parce qu'il y a des gens qui passent des certifications, mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans le diplôme. Et donc, ça nous a rapporté 21 000 € à peu près. Et au niveau des dépenses, on a toujours des coûts, parce que notre plateforme, elle évolue encore pas mal, donc qui sont de 3 700 €. Et donc, ça nous a rapporté 17 500 €. Voilà, et puis je vais conclure avec des perspectives. Donc, une de nos premiers enjeux, c'est de faire reconnaître ce diplôme numérique comme d'avoir une reconnaissance universitaire de ce diplôme. Et donc, depuis 1 an, l'Institut Pasteur est allié avec l'Université Paris-Cité. Donc, ils ne sont pas très, très développés sur le côté enseignement numérique, mais ils sont intéressés en tout cas par cette idée-là. Ensuite, vous voyez qu'on connaît encore pas très très bien nos étudiants, donc on aimerait mieux cerner notre écosystème d'étudiants qui s'inscrivent au DNM 2IP. On n'a jamais fait encore vraiment d'enquête auprès d'eux, donc aussi bien de nos inscrits que de nos diplômés, de savoir quelles ont été leurs motivations, leurs causes d'abandon, comment ils financent leur diplôme, et est-ce que c'est leur employeur qui le finance, est-ce qu'ils le financent d'eux-mêmes, et puis comment ils le valorisent, à quoi ça leur sert dans leur vie de tous les jours, et dans leur vie professionnelle surtout. Voilà. Ce qu'on cherche à développer, c'est aussi des soutiens financiers pour les candidats des pays en voie de développement. Donc, ça nous est arrivé d'avoir des projets, par exemple, avec avec des financements des ambassades, en fait, et qui nous permettent de financer des certifications dans certains pays. Mais c'est encore anecdotique, en fait. Donc là, on essaie d'avoir aussi un travail avec, en fait, le ministère des Affaires étrangères sur ce sujet-là. Et puis, mieux profiter du levier de financement de la formation continue en France. C'est vrai que parmi nos inscrits, en fait, les gens qui ont passé notre diplôme, on a surtout des universitaires, des médecins, et finalement pas beaucoup de gens de Sanofi, de compagnies qui pourraient, eux, facilement, en tout cas, payer pour faire ce diplôme. Donc, c'est quelque chose qui a étudié. Et puis, aussi de voir justement quels sont les intérêts et les inconvénients de proposer simultanément certificats et badges. Donc, nous, on a arrêté tout ce qui était attestation à partir du moment où on a lancé les certificats payants. Et ce qu'on se demande, on n'a pas vraiment les données pour le savoir actuellement, c'est de savoir si est-ce qu'il y a moins d'étudiants qui, du coup, sont allés jusqu'au bout du MOOC parce qu'ils n'avaient pas la motivation d'avoir une attestation gratuite et que vous n'allez pas payer 150 € pour avoir le certificat. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qu'on a encore, et il y en a certainement encore d'autres des questions, parce qu'on est encore un petit peu jeune sur ce diplôme, voilà, mais on est prêt à prendre les vôtres, en tout cas. Alors, des questions dans la salle? J'ai une question très naïve, mais qu'est-ce qui différencie un diplôme d'un... Qu'est-ce qu'on appelle diplôme, en fait? Parce que effectivement, vous posez la question de la reconnaissance universitaire. Pour moi, c'est un peu... Enfin, j'associe diplôme à une attestation reconnue par... C'est un diplôme de l'Institut Pasteur.
Point. Et ce diplôme, il équivaut à la réussite à ces examens payants de 5 MOOC. Voilà. Donc, une définition qu'on a donnée à ce diplôme. Mais il se trouve que Clémentine est en train de travailler pour l'instant avec l'UPC de façon à ce qu'il soit reconnu et qu'il y ait éventuellement des ECTS qui soient liés à l'obtention de ce diplôme. Voilà. Et le certificat, c'est le document qui est obtenu pour la validation de chaque MOOC. Donc, pour avoir le diplôme, il faut avoir 5 certificats, en fait. Mais c'est pas, voilà, pour le moment, c'est pas un diplôme universitaire. En rapport aux recettes que vous avez eues, vous voyez 21 200 et quelques, moins des frais de plateforme 3 500, 17 500. Ça, c'est pas par an, c'est sur un certain nombre d'années. C'est ça? Non, ça, c'était sur une année. Sur une année? Ouais. Et il n'y a pas d'équivalent temps plein qui sont. Ah ouais, non, moi j'ai juste fait par rapport à si on avait gardé que des attestations. Je compte pas du tout. C'est pas le bilan financier de notre équipe. D'accord. C'est juste si on était juste sur des attestations, ça ne demande pas plus de travail le fait que ce soit des certificats par rapport à des attestations. Je pense pas. Enfin, moi j'ai pas connu le moment des attestations. Je sais pas, mais je crois pas. Mais par contre, voilà, c'est juste, il y a des dépenses quand même qui sont liées à cette plateforme qui, je pense, devraient baisser aussi avec le temps. Les recettes peut-être augmenter, ça, on verra. C'est un peu récent encore. On est dans un institut où on nous demande de plus en plus de nous financer, y compris pour l'enseignement. Et donc, tout ça rentre dans des financements qui peuvent nous rendre à un moment autonomes, de même qu'on obtient des financements pour diffuser certains bouts dans certains endroits, pour des programmes européens, par exemple. Donc, on n'a pas encore de bilan financier de tout ça, mais ça rentre dans cette idée. L'enseignement numérique, c'est cher. J'ai coûté très cher à l'Institut Pasteur. Hein. Je suis arrivé là-dedans à fleur au fusil. Je sais pas combien à faire 25 MOOC. Donc maintenant, on se rend compte que quand même, il faut essayer d'avoir, si possible, à un moment un bilan en équilibre. On n'en est pas encore là, mais simplement, il y a des entrées à travers ça. Et ça, vous testez un peu ce qui marche pour voir. Oui, voilà, quand on a fixé le prix, c'est difficile de fixer le prix parce que 150 €, je vous promets qu'au Rwanda, c'est pas rien, à Haïti non plus, hein, par exemple. Donc, et pas seulement, on va au Sénégal aussi. Hein. Mais d'un autre côté, il y avait une partie qui revenait à Fun, une autre partie qui revenait à Proctor Exam, et donc il nous reste là-dessus une somme qui n'est pas considérable. Mais bon, voilà, c'est à notre époque, tout ça compte. Et là, ils étaient dans les 7500 Proctor Exam et Fun? Non. En gros, sur 150 €, c'est pas très cher la certification, elle est à environ entre 12 et 15 € je crois, pour Proctor Exam. Et après, c'est moitié entre Fun et moitié nous. Donc voilà, nous par certification, c'est quasiment 80 €. Ouais, non, c'est moins de 80 €, mais c'est 65, quelque chose comme ça. Je pense 70. Je ne vais pas regarder là si c'était à peu près ça. Normalement, ça devrait être ça. Et on avait eu à peu près les mêmes recettes depuis le début de la certification jusqu'à 2020. Je ne sais pas, sur un an et demi à peu près, quelque chose avant. C'est à peu près ça. J'ai une question concernant les prérequis de ces MOOC, parce que on a vu quand même, il y a eu un chiffre qui m'a beaucoup étonné, c'est les bacs à bac plus 2 ou bac plus 3. Je pensais que... alors, moi, je fais des résumés de beaucoup de MOOC et l'Institut Pasteur me pose des difficultés. Je fais une formation initiale. Je sais pas ce que tu vas. Donc, en fait, non, mais tout ça, c'est pour dire qu'il y a quand même des prérequis qui sont assez forts sur le... Bon. Et on voit quand même qu'il y a des gens qui sont de bac à L3 qui s'inscrivent et même qui réussissent. Oui, il y a un petit nombre. Alors là, le comité scientifique se penche sur leur dossier d'attention. Il se trouve que j'ai été pendant longtemps, et j'ai créé même le parcours médecine sciences avec l'ENS. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des bacheliers, ou des bacheliers plus 1, qui sont des fortes têtes. Hein. Donc, quelquefois, on se rend compte dans leur dossier que vraiment, il y a une idée bien précise, et puis ils mettent pourquoi ils veulent le faire. Donc, cela, éventuellement, on considère que même s'ils n'ont pas le prérequis scientifique, on va les accepter. Et puis, on leur dit simplement, oui, méfiez-vous, vous avez payé 150 balles à chaque fois,
alors vous n'avez probablement pas les connaissances pour le faire. Donc, testez peut-être sur un MOOC, et puis vous verrez après. Donc ça nous arrive de faire comme ça. Et puis, il y a des gens d'origine très différente, ça nous a intéressés. Il y a des journalistes, par exemple, ou des gens des agences non gouvernementales qui veulent préparer ça, sans avoir pour autant une formation scientifique ou médicale forte. Et c'est intéressant. C'est-à-dire quelqu'un a une agence qui travaille sur les problèmes de l'eau dans le Nord Kivu, c'est intéressant. Voilà, donc ça nous interpelle et quelquefois on fait effectivement là aussi une faveur pour ces gens-là, on leur met de s'inscrire en leur disant méfiez-vous, c'est 150 €, testez sur un MOOC et puis vous verrez après. Donc ça explique qu'on ait certains étudiants qui n'aient pas le prérequis scientifique, mais vous avez vu qu'ils s'en sortent pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont quand même eu le diplôme, voilà. Donc, je crois qu'il faut aussi de temps en temps avoir une vision un peu plus globale de ce que ça représente, même si ça pose d'énormes problèmes, en fait, qui est là pour ça. On dit ça. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont à distance qui veulent poser des questions et les poser carrément en direct, puisque là, il y a cette possibilité. Donc, dans ce cas-là, vous activez votre micro. Il y a une personne. Ah, c'est Isabelle. Coucou Isabelle. Coucou. Vous me voyez, c'est bon? Ouais. Donc, c'était pour réagir à l'interrogation tout à l'heure relativement à l'absence d'attestation de réussite et puis que les apprenants se plaignaient un petit peu. Alors, moi, je comprends bien qu'il ne faut pas mélanger badge et certification parce que du coup, c'est quelque chose qui arrive une fois que le MOOC a été suivi avec succès et donc sans avoir passé ce qui correspond à vos évaluations pour dire que de manière officielle, telle personne a le niveau que vous attendez. Mais peut-être qu'une des solutions serait non pas de remplacer l'attestation de réussite du MOOC par un badge, mais de valoriser d'autres choses dans le MOOC. Alors après, moi, comme je ne les connais pas, je ne peux pas vous faire de propositions, mais ça peut être à la fois, j'ai particulièrement bien suivi tel truc et puis j'ai fait telle chose, ou j'ai particulièrement accompagné ou animé, ou des choses qui ne soient pas relatives à 100% à la réussite complète du MOOC. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut toujours se dire si il y a un badge, pourquoi est-ce que les gens paieraient pour passer la certification? Même si moi je connais la réponse, pourquoi c'est mieux de payer pour passer la certification, éventuellement ça peut créer de la confusion quand deux modes de reconnaissance reconnaissent in fine presque la même chose, qui est la fin du parcours de formation avec ou sans une attestation officielle, voilà. Et donc, peut-être que voir si il y a moyen de reconnaître autre chose que j'ai suivi l'intégralité de la formation du MOOC avec succès dans un badge. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas relativement à ce que vous expérimentez des formations que vous faites, mais voilà. Moi, le badge que j'aime bien, c'est celui qui a le plus participé ou celle qui a le plus participé sur le forum. Parce que ça, c'est vrai que souvent, il n'y a pas grand monde quand même sur nos forums, mais par contre, il y en a qui répondent aux questions de tout le monde. Donc, ceux-là, on se dit, waouh, ils sont super motivés, on va même les engager en community manager. Ouais. C'est vrai que celui-là, je l'aime bien, mais bon, ce serait qu'une personne qui pourrait l'avoir, mais peut-être que du coup, il y aurait beaucoup plus d'activités sur nos forums si on le proposait à l'obtention. Non, mais ça mérite certainement une réflexion, parce qu'effectivement, les gens sont frustrés, et donc c'est pas bien. Il faut quand même que l'examen qu'on fait pour le certificat, on fait particulièrement attention aux QCM qui sont dedans et tout, c'est beaucoup de travail, et on peut pas se permettre de faire le même examen uniquement pour avoir le badge. Voilà. Alors, ça veut dire production de plus de QCM, ce qui est quelque chose qui n'est pas non plus très simple, pas forcément. Donc, il faut trouver une solution. Mais moi, je suis très favorable au fait que les gens qui ont suivi le MOOC, il faut, pour certains d'entre eux, en tous les cas, trouver une solution pour qu'ils aient une reconnaissance. Voilà. Mais quelque chose qui ne soit pas forcément, j'ai fait l'intégralité du MOOC et toutes les évaluations dans le MOOC, ou toutes les consignes dans le MOOC avec succès. Il
faut peut-être trouver autre chose. Oui, ça peut J'ai être un réussi critère, la première semaine, la deuxième semaine, je ne sais pas. ça peut être un critère composite hein, qu'il faut qu'on définisse, mais effectivement. Et quand Clémentine disait la participation sur le forum, moi, ça me paraît aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte, par exemple. Donc, on pourrait avoir un critère composite entre le succès qu'ils ont eu aux examens hebdomadaires, la participation au forum. Ça reste à trouver, mais on va s'amuser à trouver un truc très bien. Sachant que Fun est ouvert à la création de nouveaux badges aussi. C'est pas limitatif par rapport à ceux qu'on a créés. En fait, au moment du lancement des badges, j'étais du coup un petit peu inquiète qu'effectivement, il y ait quelque chose qui, d'un point de vue un peu marketing, se vende plus sur les réseaux sociaux que notre diplôme actuel. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler avec Fun. À l'automne. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions à distance ou en présentiel? Ceux qui sont à distance, faut pas hésiter, hein, faut pas faire les timides. On est là pour ça. Je sais que c'est moins facile de prendre la parole dans ce cas de figure, mais. Question. Oui. Sur les modalités d'évaluation, sur la certification, si j'ai bien compris, on est sur une UCL, sur une base de données. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'alignement entre un contenu qui pourrait être finalement à vocation à être réflexif et à mener à quelque chose où on va devoir créer quelque chose à partir d'un contenu que vous avez proposé et l'évaluer avec un niveau pas extraordinaire qui est celui du système où on va plutôt vérifier qu'on a des connaissances qui ont été acquises? Vous avez certainement raison. C'est-à-dire qu'on a pris une solution un peu de facilité. Toute autre forme d'évaluation des connaissances est nettement plus complexe. Faire un peu de rédactionnel, c'est vraiment très complexe. Participer uniquement à des webinaires et discuter des webinaires, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'organiser. On a pensé aussi à certains moments faire de l'analyse d'articles, par exemple, ce qui est fait dans certains MOOC. Bon, rien de tout ça n'est très simple. Ça ne nous interdit pas de changer les règles à un moment donné. Voilà. On est bien conscient qu'on est assez basique. Alors, quand on regarde les résultats aux examens, effectivement, il y a certains examens où il y a 100% de reçus, c'est quand même pas la règle, et que le pire qu'on ait, c'est 80% de reçus dans les examens les plus difficiles. Voilà. Il y a une espèce d'équilibre à trouver. C'est effectivement passer l'examen, quand même, il y a des questions sur chaque session, ça veut dire qu'on a bien tout suivi et qu'on teste quand même pas mal les connaissances des candidats à travers cet examen. Voilà. Et on voit qu'ils ont bien compris. Donc, c'est frustre, ça marche pas trop mal, mais on voudrait bien faire un petit peu mieux. Voilà. Et on est à la recherche de faire un petit peu mieux. C'est comme ça que sont évalués les médecins en France. Oui, n'oublions pas que les médecins sont évalués sur les QCM. Quand on devient médecin en France, ça y est. Uniquement. Maintenant, pas autrefois. Pas à l'époque où je l'avais dit. Ah ouais, ça c'est autre chose. Je vous rappelle qu'on est enregistré. Je ne veux pas de problème. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, nous sommes tout pile sur le programme. Donc, on va faire une petite pause d'une demi-heure, le temps que les personnes à distance, mais aussi ceux qui sont en présentiel, puissent se rafraîchir. Et on se retrouve dans une demi-heure pile à 15h45. Rebonjour. Après cette première partie qui a été évoquée par l'Institut Pasteur, nous allons maintenant accueillir Mathieu Cizel, qui est de CY Cergy Paris Université et qui va nous présenter une autre facette en relation avec le sujet sur une série de MOOC qu'il a déployés. Et il va nous présenter donc ses résultats. Mathieu. Donc, le contexte, en fait, ça va être des contextes de recrutement. Je vais vous parler aussi bien de formation initiale que de formation continue. Et le mot-clé dans cette phrase, c'est domaine ultra compétitif.
Donc, je vous dis comment je suis entré à CY d'abord. C'était un bachelor en data science. Vous savez que les établissements français enseignent peu en anglais, ont besoin de rentrer d'argent, et le bachelor fait les deux à la fois. Au-delà des questions d'argent, pouvoir enseigner en anglais, c'est aussi la garantie de pouvoir envoyer ses étudiants dans des établissements étrangers. Parce que, évidemment, les universités suédoises, espagnoles, anglaises, elles vont pas vous envoyer des étudiants pour qu'ils suivent des cours en français. Donc, on a besoin de ce type de formation en anglais pour pouvoir faire des échanges internationaux. Au-delà de ça, un bachelor, contrairement à une licence, on peut fixer nous-mêmes les prix. Il y a des établissements avec qui on échange qui ont 80 personnes d'étudiants par promo ou à fois 10 000 € l'entrée. Faites l'addition, voilà, la multiplication. Sur le papier, c'est une source de ressources propres quand on réussit ce genre de projet qui est extrêmement intéressant. C'est ça, en fait, qui a motivé, même si moi, je suis pas tellement dans une considération pécuniaire. Moi, c'était plus l'aspect enseigner le code en mode analyse de données et enseigner en anglais qui m'intéressait, voilà. Et donc, le problème, c'est qu'on a, donc là, je vous montre, par exemple, la page de notre bachelor. Bon, le problème déjà, c'est comment on se fait connaître au juste quand on n'a pas tellement l'habitude de recruter des étudiants internationaux, indiens, chinois, des choses comme ça. Donc, il y a tout un tas de sites qu'on peut payer pour qu'on nous affiche le bachelor, on fait ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas simple en fait, d'autant qu'on est loin d'être les seuls à avoir une idée. Tout le monde a maintenant le data science, machine learning, IA, c'est pas le bien. Voilà, il y a un marché, il faut y aller. Tout le monde dit il faut y aller. Voilà, tous les établissements qui disent il faut y aller. Et du coup, on commence à se bousculer au portillon. Je vous montre là le EPITA IA Institute. EPITA, c'est des écoles un peu connues à Paris dans le domaine de l'informatique. Donc, vous voyez l'immersion intelligence pour apprendre, pratiquer, comprendre l'IA et le data engineering. Vous avez Polytechnique, Data Science Starter Programme, qui a changé de nom, mais avant c'était un bachelor. Du coup, ils ont eu des difficultés aussi comme nous, donc ils ont arrêté d'être au niveau bachelor, mais avant c'était un bachelor. Et donc, tout le monde, respectable ou moins respectable, cherche à aller sur ce domaine. Il y a du moins respectable parce que beaucoup d'établissements privés qui pullulent, qui sortent un peu de nulle part. Je ne vais pas donner le nom pour pas avoir de procès, mais l'idée est là, c'est que on voit un marché. Après, le problème aussi, c'est que déjà il y a la question des étudiants, mais la question des profs. La data science, un bon data scientist met tellement d'argent. Pourquoi est-ce qu'il irait enseigner pour la moitié du salaire, à part des gens comme moi qui préfèrent enseigner que faire de l'argent? Donc, il y a un problème il y a un besoin sociétal énorme, mais problème de recrutement de profs et problème même de recrutement d'étudiants, parce qu'en fin de compte, il y a peu de visibilité sur c'est quoi juste la data science, à part le fait que tout le monde a le mot dans l'oreille. C'est quoi un cursus de data science? C'est de l'informatique, c'est des statistiques, c'est un mélange des deux. Comment ça va être? Donc voilà. Au-delà de la question de la formation initiale, moi j'ai aussi une problématique formation continue. Donc la data science, si on doit attendre que les nouvelles générations se soient mises à se former pour pouvoir entrer dans l'ère de la data, on n'est pas rendu. On a des décennies, des gens qui ont fini leurs études, qui ont des décennies de travail devant eux et qui ont besoin de monter en compétences. Il y a un besoin, que ce soit des gens à Pôle emploi en reconversion professionnelle ou des gens qui sont en poste, qui veulent simplement être plus informés dans le domaine de la data. Et donc ça, c'est plutôt venu de moi pour le coup, contrairement au bachelor où je me suis inséré, c'est plutôt moi qui ai proposé d'aller dans des domaines de DU. Et donc, pour ça que j'avais proposé ce DU Data Analyst et éventuellement des SPOC. Donc, des SPOC, donc ça, c'était sur Fun. Vous voyez, Fun Corporate, il y a des sessions un peu plus courtes. Et l'intérêt, c'était de faire plus du modulaire. Là où le DU va être sur un an, un peu plus cher, on peut imaginer des sessions sur un truc particulier qui est demandé sur un ou deux mois. Et donc, nous, dans notre établissement, les DU, on en fait depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Enseigner en ligne, on a des masters en ligne. En revanche, DU en ligne, voilà, on était un petit peu une petite nouveauté et qui a commencé il y a 6 mois et quelques mois. Mais là aussi, ultra concurrentiel. Alors là, si vous saviez le nombre de bootcamps, alors ça s'appelle pas DU, mais en fin de compte, est-ce que c'est si différent?
formation data analyst 3 ou 6 mois ou 12 mois à distance. Donc, soit c'est les bootcamps, vous faites ça l'été pendant 3 mois, il y a 4 sessions par an. Vous allez voir des gens comme Le Pont, comme Le Wagon, Data Scientist, Viva Data, c'est des usines, en fait, où pendant 2-3 mois, vous êtes par groupe de, je sais pas, 30, 40, et ils font N sessions par an. Ils en sont déjà, chaque établissement comme ça, a facilement entre 2 et 4 000 personnes formées derrière elle. Donc, on est sur du lourd en termes de... Et pour avoir pratiqué, je me suis fait passer pour un étudiant prospectif, voir comment ils fonctionnaient. Ils sont costauds. Ils sont costauds. Tu t'inscris, tu mets ton nom. Dans la 15 minutes, il y a quelqu'un qui t'appelle. C'est pas le même process que nous, où voilà, une fois que j'ai fini mon cours, mon article, machin, je peux éventuellement m'intéresser à quelqu'un. Alors, heureusement, j'ai recruté une ingénieure PEDA super bien. Et qui a permis de faire des process assez proches de ceux du privé, en fait. Et il y a un cadrage, quand même, de manière générale, les services avec lesquels je travaille sont très cadrés, très carrés. Du coup, finalement, on s'achemine vers un fonctionnement proche de celui du privé. Mais on a quand même, il faut le dire, voilà, de la concurrence. Et là, voilà, on est en ligne. Hein, si vous tapez sur ma formation, vous trouverez des choses comme ça. Et donc, la question, c'est, au juste, c'est bien beau, c'est ce qu'on avait fait au début, juste de faire un site. Entre le référencement naturel et comme ça, déjà, vous devez vous estimer heureux s'il y a quelqu'un qui va sur votre site. Au-delà même de convertir à qui l'achète, etc. Rien n'est automatique. Du coup, il faut aller chercher chaque apprenant encore. Et pendant que j'étais en thèse, c'était un de mes genre de personnes avec qui je parlais. J'ai fait ma thèse sur les MOOC et notamment sur des gens qui passaient du MOOC à la formation d'adultes. Donc, j'avais même fait des articles de recherche là-dessus ou comprendre un peu comment ça fonctionnait. Donc, j'étais familier du sujet. J'avais juste pas transformé l'essai. Et puis, le MOOC pour le recrutement, on en parle depuis longtemps. Hein. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler du génie d'Ulaanbaatar de 16 ans qui est détecté par des MOOC qui entrent au MIT. Alors, les Américains, sur la success story, nous en ont fait plein. Quitte à créer parfois de faux espoirs, d'ailleurs, parce que du coup, on est tous arrivés avec on va attirer des publics internationaux. OK, et les données, elles soient juste sur la conversion effective. Parce que j'ai vu passer des choses du MESRI, donc ministère de l'Enseignement et de la Recherche, sur, voilà, j'ai trouvé cette figure étonnante en ligne, où ils comparaient le nombre d'étudiants nouvellement inscrits entre les universités qui faisaient des MOOC et d'autres universités. Je ne sais pas comment arriver à cette figure, mais c'est intéressant parce que probablement il y a des liens de cause à effet qui ne sont pas aussi simples que le MOOC attire des gens. Au-delà de ça, en France, le problème n'est pas comme aux États-Unis où chaque étudiant ramène de l'argent. En France, chaque étudiant coûte de l'argent à l'établissement. Donc, on a des problèmes d'avoir plus d'étudiants qu'on est en capacité d'accueillir, contrairement aux États-Unis où c'est une machine à cash. Du coup, voilà, il y a ces problématiques-là, des liens de cause à effet difficiles à évaluer. Et du coup, plutôt que d'aller chercher des données, pour trouver des données en fait sur l'efficacité réelle, il y a eu quelques articles sur la question, je crois que j'ai vu passer, mais rien qui nous dise réellement, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est une bonne stratégie. Donc, il faut y aller un peu avec son sens commun. Et on a décidé d'essayer plusieurs formats avec Fun. Parce que pour le coup, Fun base des millions d'inscrits. Il y a de quoi vraiment tester. Donc, en fait, des formats de MOOC type vitrine de formation, où il n'y a pas de contenu, en fait, réellement derrière. C'est plus une présentation du programme. Je vais vous montrer quelques captures d'écran. Je l'avais déjà vu on n'est pas les premiers à faire ça, loin de là. J'avais vu des masters de chimie analytique, il me semble, et qui nous avaient inspiré ça. On avait regardé ce qui avait été fait. On s'est dit, bon, ben, on va tester. Et donc là, vous voyez, devenez ingénieur en data science. Ça, c'est le bachelor data science. Il n'y a pas écrit bachelor dessus, mais parce que on essaie d'être suffisamment neutre en termes de titre pour que les gens s'inscrivent. Mais finalement, ça crée peu d'inscriptions, hein, mais assez peu d'impact. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un public formation initiale. Fun, il y a des lycéens sur Fun, hein, il y en a, mais en termes de proportion, c'est minoritaire par rapport à la formation d'adultes.
Donc là, je vous montre les dernières statistiques qu'on a. On est sur 2800 inscrits. C'est pas ridicule du tout pour un sujet comme ça. Ça a fait probablement réfléchir des gens à ce que c'est un cursus ingénieur data science, je suppose. J'imagine qu'on avait beaucoup de parents d'élèves plus que de lycéens. Mais entre ça et la conversion à un inscrit, il n'y a pas eu grand-chose. Les discussions étaient pauvres. Et en fait, même sur les restrictions d'usage de mail, sur le plan RGPD, on ne peut pas juste inonder les inscrits du MOOC de newsletters sur le bachelor. Sur les webinaires, on n'a pas trop le droit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire en revanche un lien, si vous voulez être intéressé, voilà, inscrivez-vous là-dessus et après, on gère, nous, côté établissement, les problématiques RGPD. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, il y a un taux de perte, évidemment, mais c'est la règle du jeu, c'est normal. Après, pareil, je me suis dit, bah tiens, en fait, pour pas mentir, on avait trop de jetons, on est passé au niveau 2 de fun, on avait trop de jetons, on fait, bon, allez, on fait quoi de ces derniers jours? Bah tiens, on va lancer aussi une vitrine de formation sur le DU Data Analyst. Alors, mais du coup, il faut bien le dire, et là, je vous montre les choses qui ont moyennement bien marché avant d'arriver aux choses qui ont très bien marché. Là aussi, on est sur celui-là, même s'il y a du fait de la formation du titre, déjà, on n'a pas tant d'inscrits que ça, 2500, et surtout, on a du mal à convertir. La plupart de l'audience de Fun est pas habituée, en fait, à avoir des MOOC comme ça. Là, je vous montre typiquement ce que c'est un contenu dans ce cours. Je présente l'UE. Alors, on a passé des heures à dire c'est quoi les compétences, c'est quoi la thématique, et vous voyez, là, je peux aller voir toutes les UE associées au DU, etc. Donc, ça peut être une façon de faire des choses. Après, j'explique, voilà, c'est quoi nos projets, tout ça. Mais en fin de compte, ça n'a pas non plus marché à moi. Ce qui a marché, c'est celui-là. S'initier à la data science et à ses enjeux. Et en fait, c'est un MOOC dans lequel j'évoque à peine le DU. Il doit y avoir genre 2 lignes, un lien pour s'inscrire, et c'est à peu près tout. Et après, je parle de data science, sans être un grand data scientist moi-même. Je l'enseigne depuis quelques années, et du coup, le centre, en fait, le contenu, enfin le centre de la formation, c'est du contenu, c'est de l'apprentissage. Et c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. C'est-à-dire que, en fait, on ne vend pas un produit, on donne gratuitement du contenu et on fait des liens, pour ceux que ça intéresse, vers le produit. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle un produit d'appel, hein, tout simplement. C'est pas du freemium typiquement, mais c'est du produit d'appel. Et là, pour le coup, on avait une base bien plus importante. Là, on parle de 18 000 personnes inscrites. Ça commence à être vraiment très intéressant comme audience. Et je vous ai mis les graphiques classiques. Hein, la logique de l'entonnoir, c'est les classiques qu'on donne en web marketing. Donc la conscience que le truc existe, l'intérêt, la décision et l'action. Et en fait, on essaye de passer cette 17 000 dans un entonnoir en faisant attention à pas parler trop du DU même dans les lettres des newsletters, parce que sinon on sort du domaine purement pédagogique. Il ne faut pas tomber complètement dans le domaine commercial, sinon problématique RGPD. Mais il suffit que 0,1%, une personne sur 1000 soit inscrite, soit se convertisse dans le DU, et notre DU est rentable. Surtout qu'il est payé sur des heures complémentaires en ce moment. Petit détail. Et du coup, après, derrière, nous, voilà, on repasse sur les outils classiques de notre université, Teams, etc., parce que, en fin de compte, ils sont plus adaptés à ce qu'on fait, rendre des devoirs, etc., etc. Mais c'est très intéressant. On a fait une petite enquête maintenant dans nos formulaires. On demande comment ils ont appris le début d'existence du DU, parce que bon, il y a nous, on avait d'autres actions de communication, on a un site, il y a le bouche à oreille qui peut marcher à plein. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose à mon avis à cette distance, mais là, c'est la colonne dans laquelle les gens nous disent comment ils ont appris. Là, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez me croire sur parole. 8 personnes sur 10 disent « j'ai connu le DU via le MOOC et j'ai suivi le MOOC ». Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, à travers le MOOC, on crée un effet de familiarité. C'est-à-dire que j'ai aussi fait des lives sur YouTube RER, là, je sais pas comment ça s'appelle, où on diffuse en direct. Et les gens, en fait,
avant même le DU, ils te connaissent en tant que prof, et limite, quand tu fais passer les entretiens, c'est limite s'ils te tutoient. Parce qu'ils ont passé 5 à 10 heures avec toi en distance. Toi, même si visuellement tu es là, tu vas pas passer 10 heures avec eux, mais eux, ils ont développé cette familiarité. Et ça, c'est vraiment un truc qui change, en fait, entre le MOOC et le e-learning classique. C'est qu'il y a une incarnation. Il y a un côté où tu parles pas juste à un Geniali, c'est des formats là interactifs, commentés avec une voix off, où tu développes pas un relationnel. Là, tu développes une forme de relationnel. Et finalement, sur le plan commercial, quand je suis l'équivalent du vendeur de frigo, mais pour le truc, il a passé 10 heures avec moi, il le sait pas, mais il a passé 10 heures avec moi. Et du coup, il développe une relation. Alors moi, je suis pas du tout au commercial, mais pas du tout. Mais justement, moi, je me bats justement pour avoir les prix les plus bas possibles pour pouvoir remplir une mission de service public, être à peine au-dessus de l'équilibre, pour voir que, en fait, c'est ça aussi qui nous distingue du privé. Comment est-ce qu'on est ultra compétitif? Déjà, en commençant par un service équivalent, être beaucoup moins cher que ce que fait le privé. Et du coup, l'idée, c'est que même comme ça, avec un côté, mon credo, c'est l'open. C'est pour ça que je suis dans le MOOC depuis le début. C'est la gratuité. Bon, sur un DU où il y a 700 copies à corriger quand on cumule tout, on ne peut pas faire ça gratuitement, évidemment, mais on peut quand même se battre pour que ce soit le moins cher possible et pour qu'on puisse remplir cette mission de service public tout en étant à l'équilibre. Et du coup, l'idée comme ça, c'est qu'avec ça, ils nous connaissent, ils ont confiance en nous. Je pense qu'ils apprécient aussi le fait que ce soit gratuit, ouvert et qu'on soit dans cette logique-là. Et en fait, ça crée une relation assez positive dès le départ. Et donc, l'idée, c'est que l'apprenant comprend mieux ce dont il retourne. C'est-à-dire que je présente en fait le contenu du DU, mais pas en disant dans cette UE, on va faire ça. Juste, je dis, voilà, la réduction de dimensionnalité, c'est ça. Voilà quelques petits trucs, la régression linéaire, c'est ça. Et en fin de compte, il a déjà une idée. Et en plus de me connaître, si c'est un gage dans le DU, il sait de quoi il s'agit. Il parle ma propre bouche, finalement. Donc après, le marketing de contenu, bon, je vous ai remis un truc que j'ai trouvé en ligne, hein, mais c'est cette idée que, en fait, on va être beaucoup plus centré sur des métriques de partage, de combien de fois un truc est vu, est-ce que ça suscite de l'intérêt ou pas. Et derrière, en espérant que le fait que les gens partagent et aiment, etc., gratuit, ça puisse être converti en apprenant pour le DU. Et donc, il faut que ce soit en revanche très clair que pour le DU, le contenu, c'est en plus et qu'il y a des choses en plus qu'on aime. Parce que le problème, en fait, c'est les risques d'autophagie. Et en fait, la question a été abordée notamment entre certificat de fun et par exemple diplôme numérique que vous délivreriez à Pasteur, vous avez ce risque d'autophagie où finalement, si la différence n'est pas bien comprise entre les deux, le gratuit tue la dynamique payante. On l'a un petit peu même avec les stocks. Donc là, le DU, il est lancé. Là, j'ai cours ce soir à 18h d'ailleurs, c'est pour ça que voilà, donc le truc fonctionne. Et j'avais aussi cette idée avec des collègues de passer sur du SPOC. Et donc, le SPOC, ça veut dire donc des formats sur 1 mois ou 2 mois. Et donc, l'idée, c'est d'être sur du payant, mais plutôt sur 600-800. Et donc, on s'est dit différentes hypothèses. Historiquement, d'où me vient cette idée? Je ne sais pas si vous connaissez le MOOC gestion de projet, mais on avait lancé ça, Rémi Bachelet avait lancé ça en 2013. J'ai été son premier disciple. Après, depuis, il a créé une religion entière, au point que son MOOC est devenu une entreprise à lui tout seul. Donc là, vous avez le site du MOOC. Vous voyez, 20e session, 60 000. Même en termes d'inscrits, il est à beaucoup plus de 60 000. Il doit être à quelque part entre 150 et 200 000 inscrits, dont peut-être 10 à 15 000 qui ont eu les certificats, voire même plus. Donc c'est considérable. C'est un des plus gros joueurs français, voire francophones. Et en fait, lui, là, par exemple, derrière, sa formation, là, c'est sur Youno qui travaille. Donc là, je vous ai montré la page de sa formation, où c'est du perfectionnement sur 1 ou 2 mois. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique. On fait aussi ça
avec de la formation en présentiel. Quand j'avais échangé avec François comment il s'appelle, mais le M Lyon, il faisait en design des choses comme ça avec des formations. Et donc le MOOC ne rapportait rien, mais en revanche, il amortissait le coût du MOOC par de la formation en présentiel, ou là, dans ce cas sur Uno, en distanciel. Et quand on a la visibilité d'un MOOC comme le MOOC gestion de projet, c'est des choses qui se font. Donc vous voyez, voilà, flexible, 12 heures sur 4 semaines, économique, 800 € achetés, effectivement, c'est pas trop cher, pour ce que c'est, tutoré, mobile. Et là, d'ailleurs, notre établissement, avec Fun, a lancé quelque chose. Thierry Marchand, qui était là tout à l'heure, il a lancé ce MOOC, le numérique pour tous, ce SPOC, Spookifié, je ne sais pas si vous l'appelez SPOC officiellement entre vous. SPOC entre nous, oui. Ouais, SPOC, voilà. Donc, il y a le MOOC, un ancien MOOC qui a été spookifié et qui prépare au C2I. En plus, là où c'est banco, c'est qu'il peut bénéficier du CPF directement dès la première session. Normalement, c'est qu'à partir de la 3e dans le meilleur des cas. Pourquoi ? Parce que le C2I, en fait, le CPF, ça vous permet de personne de formation, pour mémoire, vous ne payez rien, enfin, jusqu'à une certaine somme, hein, qui est, je ne sais pas, 2 000 €, ou enfin, c'est dans ce que vous avez sur votre CPF, vous faites financer ça. Mais pour pouvoir avoir le droit de faire ça, il faut que votre formation ait montré patte blanche, soit au RNCP, soit au registre spécifique. Et donc, c'est très compliqué d'entrer sur le RNCP et le registre spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir un minimum de formation, il faut prouver qu'il y a un certain taux d'insertion, etc. Là où ils ont bien joué, et vraiment je tire mon chapeau à toute l'équipe qui a réussi ça, c'est que le certificat C2I est reconnu. Et en fait, ils ont joué sur le fait que le certificat, je parle sous votre contrôle, mais c'est que le certificat donnait accès, en fait, au RNCP. Il était inscrit au RNCP. Donc finalement, l'accompagnement, on ne jugeait pas, on jugeait le certificat. Et vu que le certificat existait, que eux, ils vendent un accompagnement à l'obtention du certificat, ça a été plus facile et ça a été possible pour eux d'être, dès la première session, potentiellement CPF. Sachant que le C2I a été remplacé par la certification PIX. Voilà. La certification PIX, c'est le nouveau truc. Et PIX étant reconnu, finalement, par contamination dans le bon sens du terme, l'accompagnement PIX est reconnu. Et donc, dès la première session, avec le bon montage du dossier, ils arrivent à faire ça. Et avant le passage du C2I, de toute manière, les 3 MOOC de Thierry avaient été inscrits au RNCP. Et je crois que c'était même le ministère qui l'avait inscrit. Ouais, mais vu que c'était pas de la formation d'adulte. Ah ouais ? Ah ouais. C'était dans les derniers mois avant la bascule, en fait. Ah, c'est intéressant ça. Alors, il y a peut-être eu un mélange du deux dans ce cas. Oui, peut-être. Ok, en tout cas, sachez que nous, pendant au moins 2 sessions, dans le meilleur des cas, là, les SPOC, alors, par exemple, le DU, il peut être au RNCP éventuellement parce que tu apprends un métier. Registre spécifique, c'est quand c'est plus un truc, une compétence particulière. Par exemple, si je fais un cours en ligne sur le pattern mining, qui est un sous-domaine de la data science, là, je peux être au RS. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut quand même que je fasse 1 ou 2 sessions à tarif plein. Donc, c'est dur pour les nouveaux entrants quand il y a des gens qui sont bien établis sur le marché parce que c'est en compétition avec des gens qui offrent la formation moins chère, qui peuvent payer. Donc, c'est assez compliqué, en fait. Hein. C'est un avantage au premier arrivant qui est énorme. Donc là, c'était les informations pour le SPOC là qu'ils ont fait avec Thierry. Et donc voilà, je vous fais pas tout le laïus sur comment fonctionne le CPF, le RNCP, etc. En tout cas pas plus, c'est géré par France Compétences. Et donc l'inscription rapide au RNCP, au RS, c'est le nerf de la guerre pour que ce type de projet fonctionne. Donc 2 itérations minimum, puis 6 mois. Et donc, l'idée, c'est que j'aimerais, et je peux toujours, hein, ça reste au présent, tenter l'hypothèse MOOC vers SPOC au sein de Fun. Après, avec le business model, 1 500 € la présentation, je crois, sur Fun Corporate, suivi d'un pourcentage par apprenant, j'ai plus les chiffres en tête. Et le problème de ça, en fait, c'est que, OK, imaginons que je propose un SPOC, déjà, comment je le renomme? Si je me mets à créer trop de nouveaux contenus, finalement, je perds l'intérêt, entre guillemets, tout l'argent que je pourrais gagner par le SPOC, je le perdrai en création de contenu. Donc, le problème, c'est que si je crée pas de nouveaux contenus, donc on a eu ces discussions avec Fun, finalement, qu'est-ce qui légitime le fait de faire payer l'un et pas l'autre?
Donc, moi, ce que je pensais, c'était plus sur, en fait, la valeur ajoutée, c'est je corrige les productions. Là où il n'y a que des quiz sur la version MOOC, sur la version Spock, il y a des devoirs corrigés, tu me donnes 4 corrections, je te fais des feedbacks, tu le remets, jusqu'à ce que tu saches rendre quelque chose d'un petit peu... Donc, c'est plus une différence par en fait, l'intersection de contenu de vidéo n'a pas d'importance dans ce genre de cas. Mais ça, il faut que ça soit compris par l'apprenant. Parce que beaucoup d'apprenants vont être un peu confus s'il y a une vraie intersection de contenu. Or, là, à Sergi, ce qu'a fait Thierry, c'est que, autant que je sache, la version MOOC n'existe plus. Non, elle n'est plus disponible. On n'est plus que sur du Spock. Et la plupart des gens qui ont fait du Spock comme ça ont fermé la version entièrement. Et même mes collègues de Youno, qui est une entreprise de formation en ligne, avec qui j'avais des liens forts par le passé, tous leurs projets MOOC qu'ils ont spotifié, la version MOOC a disparu. Et moi, je suis gêné aux entournures parce que ça va contre ma religion de fermer de l'accès à un contenu vidéo qu'on a créé. Autant je trouve ça normal de facturer, de corriger, de faire des feedbacks, autant le contenu, j'ai plus de mal. Et du coup, je me gêne avec mes contraintes religieuses, en quelque sorte. Je me tire une balle dans le pied par rapport à la financiarisation d'un Spock. Et du coup, la question, c'est un dilemme, est-ce qu'on fait disparaître le MOOC quand le Spock arrive, etc. Conclusion, les ressorts de la visibilité, le nerf de la guerre, et comment capitaliser sur une communauté d'apprenants. Et là, vous avez vu qu'on a tiré large, formation initiale, formation continue BU, formation continue Spock. Il y a sur les 3, pour le Spock, en fait, ce que j'attendais, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi la fonctionnalité de paiement en ligne directement. Il me semble que c'est cet été que vous l'avez. Ouais. Parce que j'avoue que je suis pas prassophobe, et s'il y a des conventions à mettre dans tous les sens pour si on te donne temps à cet endroit, parce que quand on fait de la formation de lutte, on fait le feu de tout bois. Donc c'est-à-dire que s'il passe par les uns pour payer, passe par les autres, il faut des conventions de reversement dans tous les sens. Autant vous dire qu'on va dépenser plus d'argent à faire des conventions qu'on ne peut en gagner. Du coup, j'attends patiemment. De toute façon, j'avais beaucoup trop de projets à gérer pour pouvoir tout faire. Donc, de manière absolument logique, je suis très content d'avoir à attendre que le bouton arrive. Et si ce bouton arrive et que j'ai les forces vives, je vais tenter quand même peut-être Spock dès cet automne. À voir ce que mon temps permet de faire, mais je suis vraiment très très curieux de tenter. Aussi la question de capitaliser sur une communauté d'apprenants. Il y a la question des sessions 1, session 2. Et là, on est en discussion. Alors, je ne sais pas si c'est avec toi, Baptiste, ou Nelly, c'est avec toi qu'on discute du fait de lancer une session 2, alors que la session 1, j'ai pas regardé le mail. Ah, si, de faire chevaucher. Ouais, voire de fermer plutôt la session 1, parce qu'on a la chose suivante. J'avais pensé le MOOC comme un truc de kickstarting pour lancer le DU, mais que derrière, peut-être les services de l'université prennent le relais, quoi. Que je ne sois pas à la fois le communicant, le prof, le respo. Normalement, dans une entreprise, tu as autant de personnes que tu as de services. J'ai pas envie de me retrouver dans une position où je suis tout le monde. Et il s'avère que il y a une fusion actuellement entre les deux. Chez nous, CY, ça s'appelle l'UCB, mais maintenant que ça a fusionné avec une ancienne école d'ingénieurs, l'ESTI, il y a des problèmes. Donc, c'est toujours à nous de gérer. Du coup, moi, ce que j'essaie de voir, c'est est-ce que je peux pas refaire réutiliser pour ma deuxième itération du DU, qui commence au printemps prochain, la communauté du MOOC. Mais quelque part, la communauté de la première itération, je l'ai déjà essorée au maximum en termes de communication. Ils ont déjà eu les mails, je ne peux pas les harceler de mails en disant on lance un DU, on lance un DU. Et du coup, l'idée, c'est, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est on peut capitaliser, améliorer la première itération. Là, on a fait 400 quiz qui sont nouveaux, qu'on n'a jamais diffusés, le présenter comme une deuxième itération, parce qu'en fin de compte, c'est exactement ce que c'est, le cas de nouveau contenu, capitaliser pour faire migrer une partie de la communauté de la première itération sur la deuxième, recréer une dynamique, et en fait, la création de la dynamique, on peut essayer de capitaliser dessus pour refaire passer dans l'entonnoir, et honnêtement, sur une deuxième itération, même si on ne peut que 4 ou 5 000 personnes en inscrits, il nous en suffit de 10, puisqu'on est déjà à peu près à 15, pour pouvoir avoir 25 personnes et avoir notre promo rempli. Donc finalement,
on est dans une logique où à la fois on est dans une dynamique internaute, etc., créer du nouveau contenu, créer de la dynamique, recréer de l'engagement, parce qu'au bout d'un moment, sur les 17 000, il n'y en a pas tant que ça qui regardent le contenu, donc on peut recréer de la présence aussi, et en même temps pouvoir capitaliser sur cette présence sans avoir à payer de community manager, etc., juste sur cette présence pour pouvoir convertir et terminer notre projet de formation d'adulte tienne la route. Et après, j'espère que j'aurai pas de... Peut-être que cette stratégie par MOOC peut fonctionner ad vitam, hein, faire vivre des DU. Peut-être pas, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est clair qu'actuellement, sans les MOOC, il n'y a pas de DU. Clairement, sans Fun et la visibilité que Fun apporte, il n'y a pas de DU. Du coup, ça fait une relation de symbiosie assez intéressante. Et en fait, comment, tout en respectant les contraintes de RGPD, en respectant le bon sens, de pas relancer des trucs qui sont en fait plus ou moins la même chose, comment est-ce qu'on aligne les planètes pour que tous les objectifs soient atteints. Donc c'est un petit peu ça les projets ambitieux qui consistent à capitaliser sur les deux tableaux, Internet, les internautes et la formation d'adultes. Donc vous voyez ces équations à 4 inconnus sur lesquelles on chevauche, et c'est assez intéressant en termes de... Voilà, j'avais fait de la recherche dessus, maintenant je passe en termes d'acteurs, et c'est sportif. Hein. Merci Mathieu, très instructif. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Une question qui est un petit peu entre Fun et flou. Donc je comprends tes mots, tu disais qu'il y avait la tentative qui était vraiment très marketing et pas de contenu. Ouais. Est-ce que c'est le rôle de Fun d'héberger du marketing en fait? Il n'y a pas de... Alors, si on revient un petit peu en arrière, cette posture-là a déjà été expérimentée ces dernières années par une université et un IEP. L'université en l'occurrence, c'était l'université de Montpellier, il me semble, Montpellier, qui a fait qui avait commencé en faisant un MOOC pour faire la promotion d'un master qui s'appelait le Master Miro, qui avait cette spécificité d'être complètement en ligne. C'était à l'époque assez rare. Même encore maintenant, c'est pas très courant. Et ils se sont dit, on va faire de la promotion en ligne pour un master en ligne, ce qui était malin, quoi. La promotion pour un master, ça a été repris toujours à l'université de Perpignan, non, Montpellier, non, Perpignan cette fois, pour expliquer le contenu du master afin de filtrer les étudiants en formation initiale et pas de se retrouver avec des erreurs de casting qui seraient préjudiciables à tout le monde, à la fois aux profs qui recrutent, mais également aux étudiants eux-mêmes, parce qu'ils vont se retrouver en situation d'échec. Et donc, bon, c'est assez tournant parce qu'ils changent un petit peu d'une année sur l'autre, mais ça fonctionne bien. En fait, ils sont contents parce que ça leur apporte une population qui est adaptée au contenu du master et qui est bon. Alors, je comprends pourquoi c'est intéressant pour l'université. Effectivement, ça explique le contenu, c'est le marketing, mais est-ce que c'est le rôle de Fun d'héberger ce type de contenu? Parce qu'un quelqu'un qui vient sur Fun peut s'attendre à trouver vraiment de la formation, pas forcément du marketing pour une formation. Si je peux répondre à ça, Coursera, maintenant, le fait à plein. Et alors, je sais pas, on va dire Coursera, on n'a pas vocation à faire nécessairement tout ce que Coursera fait, mais normalement, si vous allez sur Coursera, vous verrez quasiment autant de promotions, de master, etc., que vous verrez de MOOC. Et donc, je pense que c'est... Il y a une différence de financement de Fun et de... C'est vrai. Oui, mais ce qui te choque, c'est le fait que dans un cas, ça soit pour la formation initiale, dans l'autre cas, ce soit pour la formation continue payante. C'est ça? Non, c'est peut-être que ce soit... Après, c'est une question naïve, peut-être que c'est... Mais pour moi, Fun, sa vocation, c'est d'héberger de la formation, pas de la pub pour de la formation. Pas de la pub tout court, en fait. Bah après, c'est à la vocation qu'on lui donne. Tu vois, Fun, il y a aussi des pivots à faire pour que, de manière générale, on est sur des acteurs, tous les acteurs de l'enseignement en ligne ou enseignement directement en ligne, etc., sont obligés de faire des pivots pour trouver des modèles et je sais pas, c'est plus ça. Alors, France Université Numérique est un établissement public au service de ses membres et partenaires.
Si les membres et partenaires décident d'utiliser les services de Fun dans le cadre du service public pour un objectif spécifique en relation avec leur formation, on dit oui, bien entendu. Mathieu a dit tout à l'heure, on avait des jetons, on ne savait pas trop quoi en faire. Donc on est parti là-dedans. On n'a pas, Fun n'a pas de droit de veto sur ses membres. C'est les membres qui contrôlent Fun et pas l'inverse. Faut pas, voilà. Au niveau des partenaires, il y a un comité éditorial qui peut dire si le niveau et puis le périmètre est adéquat par rapport effectivement aux missions de Fun, qui sont des missions aussi de service public. Mais en quoi un bachelor délivré par CY Université du point de vue de Fun ne serait pas du service public? La question n'est vraiment pas sur un bachelor. Oui, c'est sur du marketing. C'est pas sur du marketing. Après, ça reste une forme de marketing de contenu au sens où rien qu'un syllabus en soi extrêmement détaillé, c'est un truc qui peut inspirer peut-être des apprenants, mais aussi d'autres concepteurs. Moi, mon rêve dans la vie, c'est avoir plus de concurrents dans le service public. C'est-à-dire de dire que non, on n'est pas obligé en tant que service public de laisser le marché, entre guillemets, à la formation continue aux entreprises qui sont parfois au moins scrupuleuses que nous sur plein de domaines. Et donc, si avoir un outil qui est quand même un bon outil de communication que l'enseignement supérieur peut dire « Ah tiens, tel prof se dit ah, pourquoi nous on ne ferait pas la même chose, il y a Sergi qui le fait, en l'occurrence le début data analyst, il y a Montpellier aussi qui le fait », et tu vois que d'autres voient le syllabus presque comme une ressource de cours. Quelque part, ils disent du coup, moi, je vais faire mes cours, je vais peut-être faire comme ça. C'est aussi entre guillemets, ça n'a aucun sens si j'étais dans une logique plutôt, je veux être le seul sur le marché, un monopole. Par contre, si on est dans une logique comme la même de simplement penser, pas qu'à l'échelle d'un établissement, mais à l'échelle nationale, là, ça peut avoir un sens au-delà du marketing. Quasiment, ça joue le rôle que joue, si tu vas sur le MIT OpenCourseWare, c'est un mélange. Par exemple, historiquement, donc c'est le premier site d'OpenCourseWare au monde qui a été créé dans les années 2000. Tu as à la fois du contenu avec un peu de vidéo, etc., de devoirs, mais tu as aussi l'essentiel du truc, ça a été des syllabus. Donc, on est, effectivement, nous, là, sur ces produits-là, sur ces cours-là, sur ces choses-là, on est effectivement plus que sur du syllabus, mais ça reste finalement presque la même logique que les syllabus du MIT OpenCourseWare. Donc, c'est un peu à cheval entre les deux. Finalement, ça reste aussi une forme de contenu. Après, il y a certains partenaires en collaboration avec des membres qui ont fait ce genre de choses pour faire, je dirais, de la promotion de sites touristiques. Par exemple, l'UNESCO, en partenariat avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a fait trois cours en ligne pour présenter, c'est exactement ça. C'est du marketing de contenu sur venez découvrir ce site touristique dans le monde, qui est un joyau, une pépite, qui est labellisé UNESCO. Et c'est clairement à vocation touristique. Et moi, ça ne me choque pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même des trésors de l'humanité. Mais je comprends tout à fait le sens de la question. C'est pas une question. Clémentine? Ouais, mais c'est un peu, ça rejoint ce qu'on dit un peu Catherine ce matin. On va dire, en fait, il faut arrêter de penser que les universités sont concurrentes. Plutôt profiter de cet outil marketing qui est propre à l'université, justement. C'est aussi un outil marketing. Et tous en profiter de la même manière. Alors après, est-ce que c'est hyper clair pour un apprenant est-ce qu'en termes d'affichage, c'est très clair, est-ce qu'il va se retrouver sur un MOOC, qu'il va se retrouver quand il s'inscrit, est-ce qu'il s'attend vraiment à revoir un Il y a de la confusion. Alors, ceci dit, on protège les données. Tu vois, c'est pas comme si, on donnait les clés de la maison, tu pars avec les données, tu es content, tu as fait un tour sur Fun, et puis c'est pas ça du tout. Nous, on est assez vigilants là-dessus. Il y a un deal qui est très clair avec les membres et partenaires, et mais la question, c'est que dans les magazines, vous savez, des fois, il y a de l'infopublicité. Et ils se mettaient épinglés pour dire non, dans les magazines, ce soit plus tard que c'est de la pub, et que c'est pas un article de Sciences et Vie ou quoi que ce soit. Oui, mais quand tu lis le syllabus, c'est clair. Quand tu lis le syllabus, c'est clair. Et quand sur la page de présentation, il n'y a pas photo.
Ceci est un truc de présentation. Après, si les gens ne lisent pas la page et qu'ils ne lisent pas sur les appuis pas sur le syllabus. C'est vrai que sur les sites des universités américaines, même quand on voit le petit carré là où il y a juste l'image, tout de suite en fait on voit c'est payant, c'est pas payant, c'est en ligne, c'est pas en ligne. Il y a peut-être une signalétique peut-être. Il y a une signalétique même sans avoir à lire en fait. Visuellement c'est visible. Mais je pense qu'on n'est pas assez nombreux encore à avoir cette dynamique. Et ceci dit, je pense que là, l'expérience qu'on a, en tout cas à notre petite échelle, c'est que c'est plus efficace de donner du contenu effectivement sur le matière qu'un syllabus si on veut convertir derrière. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, et donc si c'était à refaire, je dirais, là, j'utiliserais mes jetons. Le problème, c'est que c'est plus rapide de mettre un syllabus en ligne que de faire 70 vidéos, c'est clair. Je vous le dis, j'ai fait 70 vidéos fois N. Et du coup, on s'est dit, c'est une façon d'utiliser nos derniers jetons qui est intéressante pour tester. Mais le test est plutôt, vaut mieux faire de la vidéo et investir que de mettre un syllabus. Après, peut-être qu'on s'y est mal pris, pas au bon moment, donc il faut qu'on fasse gaffe à ne pas tirer des conclusions trop rapidement non plus. Mais sur cet essai-là, on a plus tendance à dire c'est le MOOC initial à Data Science avec du contenu lourd qui a marché. C'est très intéressant en tout cas. Le MOOC a toujours été un instrument de marketing avant d'être un instrument de formation. La frontière est fine, quoi. Il y a plus de marketing que de formation. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'après du marketing light, souvent parce que les universités n'ont pas tellement de choses concrètes à vendre derrière, du marketing d'image quelque part. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'on est beaucoup plus marketing en France qu'on est aux États-Unis. Tu regardes, alors j'ai un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, qui est le temps que dure un MOOC donné. Vous regardez la durée moyenne d'un MOOC sur Fun, c'est 20 heures plus ou moins 3. La durée moyenne d'un MOOC sur edX, c'est 60 heures. Donc sur edX, vous avez l'équivalent quasiment d'une... Et ça, je me suis basé dans ma thèse que sur les temps estimés par l'équipe pédagogique elle-même. Mais en faisant des analyses d'extraction de vidéos, de durée vidéo, on tombe sur des choses similaires. En France, on est beaucoup plus sur du MOOC produit d'appel, court, light, adapté à l'apprenant, là où les Américains vont être beaucoup plus sur du MOOC remplacement du E, qui peut être directement utilisé comme substitut. Il y a très peu de MOOC en France qui sont un copier-coller d'un cours universitaire. Moi, pendant ma thèse, il y en a pas mal, mais il y a Cédric Villani que j'avais interviewé, qui avait fait un MOOC comme ça, purement substitut. Mais tout le reste, c'est adapté à l'auditorium de gens qui ne sont pas dans l'université. Et du coup, en fait, cette dynamique-là, que tu connais les indicateurs de temps, de public, lycée, de machin, ça fait qu'on sent qu'on est plus sur une logique d'amuse-gueule quelque part, de produit d'appel, un peu light, d'ailleurs, je suis le premier à avoir fait, que sur une logique de formation stricto sensu. Sur des MOOC du MIT, c'était les mêmes examens pour les apprenants dans le campus et sur un MOOC. Ça, on est très peu en France à avoir fait ça. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça peut être un peu plus compliqué en France de faire de l'hybridation avec une version light. En fait. Ceci dit, en France, sur Fun, il y a une grosse partie qui est sur un niveau, je veux dire, bac à bac plus 3. Bon. Par contre, on a une toute petite poignée de MOOC qui sont vraiment sur des niveaux avec des prérequis très, très importants. Et le pompon, c'est l'INRIA quand même, qui a fait un MOOC pour doc et post-doc. Mais les deux ont un intérêt c'est très intéressant. Par exemple, là, en ce moment, je prépare mes cours pour l'année prochaine. J'ai copié-collé certaines parties des MOOC de l'INRIA. Je leur ai dit, ils sont en français, moi en anglais, je leur ai dit, les MOOC, ils ont mis CC BY, l'INRIA. CC BY, très bien, j'ai écrit INRIA sur le contenu, il n'y a pas de souci. Je veux juste dire, et du coup, il y a certains exercices de machine learning, parce que l'INRIA a fait ce choix d'aller sur du niveau universitaire élevé, je peux les utiliser directement dans ma formation. Ce que je ne pourrais pas faire avec mon propre MOOC, où c'est trop light. Et ça, c'est intéressant, en fait, cette dialectique entre... et j'avais fait un article il y a quelques années là-dessus qui s'appelle « MOOC entre transposition de cours universitaires et adaptation à la massification des audiences » et qui montrait vraiment bien cette tension entre les deux. Quoi. On est pris, mais en même temps, le fait de diminuer, ça nous a permis d'avoir plus de monde aussi. Parce que si on avait fait tout que le MIT, violent. On est 4 certifiés cette année sur Fun. C'est pas beaucoup. Voilà, c'est des choix cornéliens.
Après, il y a aussi peut-être la logique de parcours que tu peux essayer pour tes DU, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Alors, en fait, je pense que alors, qu'est-ce que tu veux par la logique de parcours? Logique de parcours, tu fais niveau 1, la suite, niveau 2, niveau 3, etc. Par rapport en ligne à mettre sur Fun ou... Oui, puis ça suit en fait la progression de la formation. Je compte le faire dans le DU. Effectivement, lancer un DU niveau 2. Peut-être après, est-ce que j'en ferai un pendant sur Fun? Ouais, la question peut se poser, effectivement. Ouais. Parce que là, ça permettrait de renouveler l'attention. L'attention. Peut-être les deux aussi. Ouais, ou splitter. Hein, quand mon MOOC de Initial Data Science, c'est à 7 modules, il y a un interminable, peut-être le splitter en deux MOOC. Ce que font souvent les Américains quand un MOOC est trop long, de le séparer. Pas seulement les Américains, il y a des cours en ligne qui sont très longs. Et c'est compliqué pour les apprenants. Tout à l'heure, là, on parlait de la temporalité des 2 ans. Les apprenants, il faut qu'ils mobilisent du temps en dehors de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle, pour faire sérieusement ces cours-là. Donc, le fait d'avoir un cours en ligne qui dure 4 semaines, c'est pas la même chose qu'avoir 8 semaines. 4 semaines, tu tiens l'effort. Quand je veux dire, il y a du travail à faire derrière. 8 semaines, à raison de, je sais pas, de 4 à 5 à 6 heures par semaine de travail, c'est compliqué, quoi. Donc, il y a peut-être, et effectivement, dans ce cas-là, il faut subdiviser le cours en 2 pour faciliter, provoquer une respiration entre 2 cours. Peut-être que c'est ça que je devrais faire plutôt que de lancer une session 2. Parce que le MOOC s'appelle Initial Data Science à 6 enjeux. Je peux couper à 6 enjeux. Je fais enjeu de la data science. C'est une option. On a des questions. On a des questions en ligne. On a des questions en ligne. Je lis les questions. Ouais. La stratégie astucieuse pour Pix est-elle transposable à un diplôme de master, de doctorat ou d'ingénieur? Seulement s'ils sont déjà au RNCP ou RS. Pour obtenir la reconnaissance CPF, RNCP, je le dis. Seulement s'ils sont associés à un certificat et déjà reconnu, donc je pense pas. Alors attends, parce que là je suis pas du tout experte et j'aurais aimé avoir ma collègue Cécile là, mais il me semble que les masters par défaut, s'ils sont divisés en briques de compétences, peuvent être inscrits au RNCP. Il faut vérifier, que je dise pas de bêtises, mais il me semble que je l'ai entendu dire ça. Ok, c'est une question qui est plus une solution, merci. Donc ça, c'est à vérifier. À vérifier, ouais. Très intéressant. Master, ok. Ah ouais. Ouais, c'est ce qui montre encore pour la énième fois qu'on a une approche de la compétence qui est plus administrativo. Ou peut-être que les établissements d'enseignement supérieur ont une dérogation. C'est aussi possible. C'est vrai, c'est intéressant. Une autre question? Alors, il me semble que tous les diplômes universitaires sont inscrits au RNCP, ou je me trompe? Oui, ça doit être ça, oui. De droit, voilà. Du coup, on peut faire un SPOC pour tel master et obtenir le CPF? Eh bien, si on dépose un dossier, je suppose que oui. Oui, mais le SPOC, il est très court, le master, il est très long. Du coup, comment est-ce que ça marche? Il faut que tu le déposes en petit... Non, tu fais pas un master, mais si tu veux que ça soit remboursable via le CPF... Il faut que tu vendes ton SPOC comme une composante d'un truc qui est déjà au RNCP? Oui. Là, on est sur du contorsionnisme administratif. Il faut être malin, hein, franchement, parce que la loi favorise très clairement les gros organismes de formation, type Sego, Demos, qui ont les reins assez solides pour pouvoir faire tout ça. Et là, on était dans des discussions ce matin. Clairement, ne serait-ce que la composition des jurys, il faut que ce soit des professionnels et pas des enseignants-chercheurs. Tout est fait pour bloquer l'université à la porte du CPF. Rendre le parcours du combattant affreux pour les universités. Donc, honnêtement, si vous voulez réussir à entrer là-dedans, je pense qu'il faut être patient, malin et vous comprendre que la loi est contre nous. Je ne sais pas qui a influencé sur cette loi, mais clairement, ce n'est pas quelqu'un qui avait l'enseignement supérieur en premier intérêt. Mais je t'invite à te rapprocher de ton service de formation continue qui sont très au point là-dessus. Ah, mais je bosse avec eux. Hein, pose-leur leurs questions. C'était la réunion là-dessus, mais honnêtement, on se regarde, on fait, ouais,
effectivement. Ouais. Non, mais ils sont très contents, par exemple, c'est très bien qu'on soit obligé d'avoir des gens du privé pour valider. On ne peut pas, par exemple, je ne peux pas avoir une formation pure enseignement supérieur validée par le CPF. Il faut que le jury ait des professionnels extérieurs. Pourquoi, en fait? C'est la preuve d'un manque de confiance, probablement justifié, envers l'université pour professionnaliser les gens. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des professionnels en tant que chercheurs. Ils disent, vous devez ramener des professionnels qui ont vraiment travaillé pour de vrai, pas comme vous, pour savoir ce que c'est la formation d'adulte. C'est intéressant, les rapports de force que ça induit. Du coup, comment on va chercher des professionnels? Et combien, enfin voilà, c'est bête, mais rien que demander à un jury de corriger des copies, etc., bah, ça peut manger toute la marge de bénéfices, des maigres bénéfices. C'est intéressant, les rapports de force que la loi induit. Enfin, ouais. On peut peut-être demander si les personnes en ligne veulent prendre la parole. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui veut prendre la parole et pas interagir directement avec Mathieu uniquement via le chat? Vous pouvez activer votre micro, votre caméra. Vous êtes les très bienvenus. Non. Ok. Nous avons affaire à des timides. D'autres questions? C'est vrai qu'on a parlé longuement, mais c'était c'était très agréable très intéressant. de discuter de ça. Nous sommes dans les temps, c'est parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à Clémentine, à Dominique qui est parti, à Mathieu. Le contenu de cet atelier est enregistré et sera disponible sur la page du séminaire. Alors peut-être pas demain, mais en tout cas dans la prochaine semaine, on espère. Et puis on va envoyer également les présentations, si vous en êtes d'accord, aux gens qui ont assisté au séminaire. Il y aura un lien de téléchargement. Et donc voilà. Merci beaucoup d'être venus au séminaire Fun. C'était la dernière journée et on se retrouve l'année prochaine. Merci.